am I thirsty? Lorsqu'il s'ébranle vers la frontière espagnole dans la matinée du 14 novembre 1942, soit 3 jours après l'invasion de la zone libre par l'armée allemande, le convoi dont fait partie Robert Schmoll et Jean-Pierre Grumbach ne compte pas moins de 16 passagers, pour reprendre le mot qu'emploie le second lors de son interrogatoire par le service de renseignement de la France libre, parmi lesquels des femmes, des enfants et 2 couples belges. Curieusement, Grumbach se montre peu explicite sur l'itinéraire suivi par ce convoi, ou cette caravane comme il dit, à partir de Luchon ou de Superbannière, au risque de me compliquer la tâche lorsqu'un peu plus de 80 ans plus tard, je m'efforcerai de le reconstituer pour l'emprunter à mon tour. Jean-Pierre Grumbach assure que la caravane d'évadés, guidée par les 2 ladris, a franchi la frontière au Trou d'Espagne. Or, il n'existe apparemment dans le voisinage de Luchon ou ailleurs dans les Pyrénées aucun col de ce nom. Ajoutant que par la suite, ils ont passé 4 jours et 4 nuits dans le massif de la Maladeta, où heureusement, il n'y avait pas beaucoup de neige à ce moment-là. La caravane, encadrée désormais par 4 guides, s'élève dans la Maladeta jusqu'à un lac lunaire absolument, entouré de neige, dont il évalue l'altitude à 3200 mètres exactement. Peut-être l'Ibonne de Kerguenya, assez lunaire en effet. Les guides français, poursuit Grumbach, ne connaissaient pas le chemin, et les guides espagnols nous ont baladés dans la montagne en nous disant qu'ainsi nous échapperions aux carabiniers. Le patron espagnol s'appelait Campanetta et surgissait de temps à autre dans la montagne. Contre toute attente, la caravane finit cependant par atteindre Villaler le 19 novembre à 6 heures du matin, après être passée par Viella dans le Val d'Aran, ce qui représente un sacré détour si Grumbach ne s'est pas trompé dans sa relation. Et là, un taxi en effet les attend avec un capitaine de gendarmerie assis à côté du chauffeur, lequel exige 5000 pesetas, une somme assez considérable à l'époque, de chacun de ses 6 passagers, moyennant quoi, le soir même, ils se retrouvent à Barcelone, devant la porte du consulat britannique. Mais alors qu'à ce stade, pour la plupart des évadés de France, les difficultés prennent fin, pour Jean-Pierre Grumbach, elles ne font que commencer. Disposant sur lui de 2 états civils, un vrai au nom de Grumbach, un faux au nom de Cartier, l'un de ses pseudonymes, avec celui plus étrange de Nano, il prend le parti, apparemment raisonnable, de donner le bon au consulat. Après quoi, un employé de cet établissement les dépose, lui et Schmoll, dans ce qu'il désigne comme une pension clandestine. C'est à ce point du récit de Jean-Pierre Grumbach que se place un épisode aussi déplorable que celui de l'éviction de Theodor Frankel de son groupe d'évadés, et relevant d'ailleurs du même genre. Dans cette pension clandestine, en effet, il retrouve 2 petits juifs belges qui le connaissent de vue depuis Marseille et qui le mettent en garde contre l'organisation, parallèle au consulat ou agissant de concert avec lui, qui fait passer les gens en Angleterre ou en Afrique du Nord, mais pas les juifs. À la suite de quoi, dès sa seconde visite au consulat, le lendemain, Jean-Pierre Grumbach parvient à récupérer discrètement son état civil authentique, celui qui fait apparaître son patronyme à consonance juive, pour lui substituer le faux état civil au nom de Cartier. Eh bien, lui en prend, car il s'avère qu'un certain capitaine Schul, faux anglais et vrai belge, qui s'occupe au consulat des passages vers Gibraltar, refuse effectivement toute assistance aux Juifs, y compris, comme le lui fait préciser Jean-Pierre Grumbach, quand il s'agit de volontaires pour aller combattre. Ce capitaine Schul sera par ailleurs à l'origine des bévues, accidentelles ou volontaires, qui vont s'enchaîner depuis la première tentative de quitter par mer Barcelone et qui vont conduire Grumbach dans une prison militaire de Carthagène où il passera plus de 4 mois, menacé du conseil de guerre, avant de rejoindre Gibraltar et de la Liverpool, et enfin Londres, qu'il atteint au début du mois d'août 1943. Au total, il se sera donc écoulé plus d'1 an entre son départ de Luchon et le moment où, à Londres, il est soumis à cet interrogatoire par le service de renseignement de la France libre. En conclusion de celui-ci, l'officier qui l'a mené à bien note que le volontaire Grumbach a produit une très bonne impression. Rien ne s'oppose, au point de vue CE, contre-espionnage, à son incorporation dans les FFL, les Forces françaises libres.
Le 16 août, 3 jours après avoir produit sur son interrogateur cette impression favorable, le volontaire Grumbach remplit un formulaire d'engagement dans les FFL, dans lequel apparaissent les informations suivantes sur sa personne. Religion 100, taille 1,79 m, yeux verts, cheveux châtains, front moyen, nez droit, menton ovale, visage ovale, signe particulier, laissé en blanc. Mais l'intérêt pour nous de ce document, c'est surtout qu'à la fin de celui-ci, au-dessous de la date, le volontaire Grumbach a rajouté « Je désire servir sous le nom de Melville Jean-Pierre ». Et dans un autre document, établi à la même époque, et illustré d'une photographie sur laquelle il affiche une expression mélancolique, désabusée, dont il ne se départira que rarement dans la suite de son existence, le volontaire désormais nommé Melville, à l'article Profession civile, indique Industrie cinématographique, alors qu'il n'entretient encore avec celle-ci qu'un rapport de simple spectateur.